mais c'est juste le nous entre nous, quoi. Bonjour à tous. Salut Julien, merci de nous rejoindre pour le podcast Comment lever des fonds avec sa startup. Ah ben, salut à toi Arnaud, merci de m'inviter et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Je suis très content que tu participes parce que on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà eu plusieurs fois au téléphone avant même que je t'invite au podcast. Et j'ai beaucoup aimé personnellement la manière que toi tu as d'approcher la levée de fonds avec des fonds d'investissement et surtout ce que tu en dis. J'hésitais même à donner un titre, tu vois, à cet épisode du style pourquoi est-ce que les startups ne savent pas lever des fonds ou les fausses croyances, tu vois, un peu. Je suis C'est content un peu parce que ça, les fausses croyances, ou en tout cas les croyances finalement qui sont toxiques pour les entrepreneurs. Toxiques dans le sens où armés de ces connaissances-là, ça suffit pas et finalement, il y a plein de bêtises qui sont faites malheureusement. Et, et ça, je suis content de faire un épisode là-dessus parce que personnellement, donc il y a l'émission que tout le monde connaît, Qui veut être mon associé. Je trouve qu'elle fait énormément de bien à Ouais, l'entrepreneuriat. Elle aide les gens, elle motive, tu vois, des gens à se lancer. Un peu comme quand tu vois, tu as la Coupe du Monde de France 98, après tu as un boom d'inscriptions c'est clair. dans les clubs de foot. Ben, ces genres d'émissions, ça motive. Moi, j'ai des potes qui me parlent, j'aurais jamais cru, ils me disent, ah, j'ai une idée de business, j'ai envie de monter un truc et tout. Mais du coup, aussi autant pour que ça aide à propager la bonne Ça parole, crée des biais. ça crée des biais, des fausses Mm, croyances. mm. Donc du coup, j'ai hâte qu'on parle de tout ça. Avant qu'on rentre dans le sujet, il faut que tu donnes du coup un peu de contexte à nos invités qui ne te Ouais, connaissent pas. Qui es-tu et ouais. du coup, qu'est-ce que tu fais? Donc je suis Julien Petit, je suis né à Marseille et après j'ai pas mal bougé. J'ai Ah, je sais habité 4 ans à Londres, aussi presque 4 ans en Inde sur plusieurs voyages. J'ai pas mal baroudé quand j'étais vraiment jeune, où je me cherchais un peu comme tout le monde, mais je cherchais l'aventure plutôt qu'un espèce de chemin classique. De toute façon, j'avais raté le bac 2 fois. Bon, je l'ai eu par la suite en candidat libre. Euh, D'ailleurs, je travaillais à Londres et j'avais qu'un jour de congé. J'ai révisé mon bac le soir et puis sur mon jour de congé, mais un parcours pas classique. Et puis c'est à Londres en 2010 où je suis allé dans une conférence, première conférence startup organisée par Mike Butcher de TechCrunch. Et ça a changé vraiment le cours de ma vie. Les gens que j'ai rencontrés, les, les geeks. Moi-même, j'étais un geek et j'avais oublié d'où je venais. Donc là, je reconnectais avec cet esprit geek qui est pour moi curiosité et technologie. Euh, et puis, j'avais, lors de cet événement, rencontré ces animaux bizarres qu'on appelait des VC, Kesako. Puis j'ai compris très rapidement après, quelques semaines après, que ces gens-là avaient accès à des connaissances business qui étaient uniques. Et comme sur un playground de basket, ben, idéalement, si tu veux apprendre quelque chose, tu essaies de te confronter au meilleur sur le playground. Alors au début, on t'accepte pas, on te regarde de travers, on te dénigre peut-être. Enfin, en tout cas, c'est très dur. Et puis j'ai réussi à faire mon trou comme j'ai pu faire sur les playgrounds à Marseille, comme j'ai pu faire dans plein de choses de ma vie, en allant en Inde, en allant à Londres. Mais là, pour le coup, m'incruster auprès des VC, ça a été la chose la plus dure que j'ai fait de ma vie. Euh, Très très dur. J'avais pas peut-être la bonne attitude, les bonnes connaissances. Je venais pas du sérail, école prépa. Il y a quand même Ouais, un langage, tu vois, t'étais pas banquier, t'avais pas monté de boîte, ni fait c'est d'exit. ça, d'origine éducateur, ensuite ayant baroudé, accidentellement arrivé dans des hôtels 5 étoiles, alors très haut niveau, le Dorchester, le Mayfair Hotel, tout ça, mais tout ça faisait, j'avais pas j'étais bizarre quoi. T'es un Et peu je les le héros. comprends, hein, dans tout système, dans toute organisation, il y a des entre-soi, et si t'es pas habillé de la bonne façon, c'est une image, hein, je veux dire, t'es pas. Mais bon, j'ai par passion, tu lâches rien. Je suis monté en niveau, surtout. Je pense que j'avais à un moment donné des choses intéressantes. Et fast forward, cette relation avec les VC fait que j'ai appris des choses qui sont pas que tu vas pas voir justement dans les médias, que tu vas pas voir dans les grandes organisations type French Tech et le reste, ou on va dire, pseudo experts qui racontent des choses. Auprès des VC, j'ai appris des choses qui sont quand même assez uniques. Euh, et l'idée, c'était maintenant que moi, j'ai réussi à m'incruster là, comment je peux incruster mes copains, entrepreneurs. Alors, quand je dis incruster, c'est plutôt comment partager les connaissances. Euh, donc, c'est le parcours a été vraiment, vraiment comme ça, 2010, découvrir ce monde des startups, reconnecter avec ma mentalité geek, l'entrepreneuriat, bien sûr, et puis essayer d'être proche des VC pour avoir accès à leurs connaissances. Et donc, Mighty Nine, en fait, c'est
c'est ça, c'est comment transférer cette connaissance-là aux entrepreneurs de la façon la plus efficace, puisque le temps est la seule richesse des entrepreneurs. Moi-même, je suis entrepreneur, donc je le sais. Et donc, comment trouver le bon système plutôt que méthode pour que les entrepreneurs rapidement arrivent au bon niveau de connaissance, regardent ce niveau de connaissance, se posent à ce moment-là des questions sur leur projet d'entreprise et se dire est-ce que, donc, au regard des règles du jeu, quelque part, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Si j'ai envie d'y aller, qu'est-ce que je dois apprendre? Quel est le niveau que je dois, que je dois acquérir? Et est-ce que surtout, je calibre ma boîte pour cette compétition qu'est le VC Game? VC Game au sens théorie du jeu, quoi. Euh, parce que il y a des, parce que les VC cherchent des choses en particulier. Et donc la question, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire va se calibrer pour ce qu'ils recherchent? Euh, donc maintenant, je dis que depuis quelques années que je suis un banquier d'affaires, au sens, alors c'est très chic, c'est très beau, mais au-delà du côté un peu chic, quoi qu'il arrive, c'est comment réussir à connecter les entrepreneurs avec les VC. Les VC me font confiance, donc moi j'essaie vraiment d'apporter des boîtes qui ont le niveau de jeu requis, qui ont vraiment un potentiel. Donc je suis banquier d'affaires en ce sens-là. J'ai les connaissances marché, donc je t'ai dit, je les transmets. Mais souvent je dis je suis un banquier d'affaires où j'ai monté une banque d'affaires qui est Mighty Nine, mais qui est surtout une école prépa. En fait, un banquier d'affaires n'est pas une espèce de deal maker magicien qui arrive, qui va au rendez-vous avec toi, qui va savoir parler au VC et qui. C'est grâce à lui que tu fais le deal. C'est très galvaudé, ce genre de truc. En fait, un banquier d'affaires a une connaissance hyper puissante sur le marché et t'aide à pratiquement arriver à son niveau de jeu. Donc, il tient le stylo sur certains trucs, il copilote certaines réflexions, il te permet de ne pas être tout seul à prendre des décisions stratégiques. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que tu fasses le travail d'arriver à son niveau, donc au niveau du banquier d'affaires, au niveau du VC. Et c'est à ce moment-là que on peut calibrer tout ce qu'il faut pour une levée de fonds. Mais tu vois, il y a un gros préalable au départ. Et justement, ce gros préalable, moi, il y a un truc dont tu m'avais parlé, que je trouvais très intéressant, c'est que la plupart des prospects que tu rencontres, donc des startups qui viennent en te disant on aimerait bien lever des fonds, euh, finalement, tu ne les fais pas lever des fonds euh, Mm. parce que en fait, tu prends du temps pour regarder leur deck, leur stratégie, leur business plan et tu leur dis ben, vous n'êtes pas VC compatible. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que tu as dit DEC et BP. Oui, vas-y, Non, mais vas-y. c'est normal, tu vois, c'est un réflexe, tu vois, avec ce côté-là. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs me disent, Julien, on m'a dit que, est-ce que tu peux m'aider? Je t'envoie une deck, est-ce que tu peux me faire un retour sur ma deck? Ou mon deck, peu importe. Mais et je dis, mais en fait, c'est pas ce que je fais. Ils disent, ah bon, c'est bizarre. Parce que tous les gens que j'ai autour de moi, accélérateurs, incubateurs, experts, sont là pour me challenger, pour pitcher et pour avoir une bonne deck. Mais non, mais en fait, ça, c'est l'étape finale. Il y a ce qui se passe avant. Avant de faire. C'est forme versus fond, quoi. Tu peux arriver avec quelque chose qui a été formalisé, mais si ça a été formalisé avec les mauvaises pièces du puzzle, je ne peux rien dire sur ta deck ou si tu pitches, te dire, ouais, ta prestation, elle a été bonne. Parce que moi, je vais regarder au travers des yeux d'un VC. Donc, c'est en fait. Donc, quand on vient me voir, en général, c'est plutôt la question de est-ce que tu es VC compatible ou pas? Et d'entrée de jeu, avec. C'est très facile maintenant, mais en quelques questions, l'attitude, la façon de converser, tu sais si la personne connaît le VC game ou pas. Et donc, si elle ne le connaît pas, ben moi, je dis non, mais je veux pas voir ta deck ou quoi que ce soit. Déjà, il faut faire une évaluation VC compatible et savoir si déjà aussi toi, tu connais le VC game. Si tu le connais pas, il va falloir qu'on mette en place un système pour que très rapidement tu puisses comprendre ça. Et après, je t'évaluerai. Et si jamais je t'évalue et qu'il y a un potentiel, ok, ben, soyons en relation pendant plusieurs mois pour voir comment tu intègres tout ce que je t'ai raconté et voir comment évolue le projet au regard de ces nouvelles connaissances et comment tu vas calibrer tout ça. Est-ce que tu restes tel quel? Ok, dans ce cas-là, je ne pourrais pas travailler avec toi. Ou si par contre tu évolues, learning curve, capacité d'exécution, savoir s'adapter vite, prendre en compte des. Dans ce cas-là, potentiellement, là, je ferai mon travail à ce moment-là de banquier d'affaires et prendre un mandat pour t'accompagner en levée de fonds. Et tu vois, il y a des étapes. C'est pour ça que je parle d'école prépa, parce qu'il y a examen blanc. Ok, lacunes, très bien, on règle. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce que tu les as effacées? Et c'est un processus, quoi. C'est vraiment. C'est quoi du coup les croyants et euh, les- ce qui va te dire, ce qui te fait dire qu'il n'est pas prêt pour le VC game? Est-ce que tu as des exemples un peu plus concrets? J'imagine que typiquement,
J'allais dire, le fait de pas savoir comment un VC gagne de l'argent, je pense que déjà ça c'est un premier no go si tu sais pas comment tes investisseurs vont Mmh. que eux ils attendent de leur investissement, peut-être? Bah, bon, il y en a quelques-unes, tu vois, pour préparer un petit peu le sujet. J'ai voulu noter deux, trois trucs, mais comme tu dis, par exemple, le truc que je fais beaucoup, c'est justement cette question-là de poser la question de combien tu veux lever. Ça, les entrepreneurs, pas de problème, ils se sont projetés par rapport à ça, parce que c'est le gâteau, quoi. C'est le truc sucré, génial, waouh. Combien C'est je vais lever, je me couche le soir. Moi-même, j'ai monté 2 projets de start-up. Je me couchais le soir, j'imaginais, et si je pouvais lever, qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois. Euh, Moi je me suis donc souvenu les, imaginé le montant, je, heu, sur le compte en banque. Ce que tu dis, genre je me dis: «Putain je vais avoir ça, ce serait dingue». je vais avoir ça, je vais faire plein de trucs. Donc ça, ils le savent. Et en plus, le truc, c'est que ceux qui ont travaillé, on va dire, avec certains experts, on leur a dit, fais un BP. Ok, bon, très bien. Donc projection financière, ainsi de suite, trésorerie, blablabla. Et le truc, c'est que dans le BP, dans la partie plan de trésorerie ou cash flow, peu importe, il y a les fameuses 2 à 3 lignes ou deux cases où il y a marqué plusieurs millions. Ça commence souvent, c'est 500 millions. 500 000. D'ailleurs, tu sais, si un entrepreneur ne connaît pas bien le VC game, parce qu'il commence de façon prudente, il va dire, je veux lever 500 000. Ok, déjà, il y a un pattern, parce que c'est chaque fois la même chose, tu vois. Donc, si on reprend le BP, il y a 2 à 3 cases où il va avoir marqué 500 000. Puis, dans 18 mois, 24 mois, il va marquer plusieurs millions. Puis, la troisième case, éventuellement, encore plus d'argent. Donc ça, les entrepreneurs le savent. Et la question, donc je leur pose cette question-là, ils m'expliquent, oui, on va lever ce premier truc, après on fera un seed, après on fera une série A, comme on leur a dit. Hein, comme c'est marqué de partout, apparemment c'est un parcours comme ça, bien borné comme à l'école. Et dans la conversation, je leur dis, et pour la sortie, t'as prévu combien de sorties et là où je sais que les gens sont pas adaptés pour l'instant, c'est qu'ils me disent, bah, je sais pas, je me suis pas posé la question. Ok, tu veux lever de l'argent, mais tu sais pas combien tu veux sortir. Ou sinon, on me répond, je sais pas, entre 20 et 50 millions. Ok, donc déjà, c'est no-go. C'est dead pour des VC. Et le pire, et ça, tu vois, je fais une étude sur 200 personnes à peu près, donc soit à l'oral, soit vraiment avec un questionnaire bien précis. Et j'ai à peu près, je pense, c'est 80-90% des gens qui veulent lever, autant que le montant de la sortie prévu. Ça veut dire, je leur dis combien vous voulez lever, quelques questions pour noyer le poisson, et après, je leur dis combien tu veux sortir, et les personnes veulent aller jusqu'à la série C, donc peut-être potentiellement au total des centaines de millions, 80, 100 millions, peut-être plus. Et ils te disent, je veux sortir à 50 millions. Et tu dis, enfin, je veux dire, c'est quand même une erreur, mais hyper bateau. Alors, les gens qui vont nous écouter vont peut-être se dire, oh, mais non, mais moi, je vais pas faire cette erreur-là. Sérieusement, posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous avez essayé d'identifier la sortie et vous avez fait cette espèce de calcul de, OK, combien je mets d'argent, de capital au travail pour combien de sorties? Si on regarde Criteo, c'est 60 millions de capital injecté mis au travail pour une sortie à 1,7 milliard. Pas mal. Ça, c'est bon, ça. Si par contre, on lève 400 millions et qu'on sort à 1 milliard, il y a un problème. Tu vois et ce qui est assez rigolo, c'est que ce que je dis là est absolument évident. Et pourtant, personne n'en parle dans l'écosystème. On ne fait que parler de levée, mais pas des conséquences qu'il y a derrière le lever. Donc, une deuxième croyance qui est assez mortelle, c'est qu'en fait, sincèrement, les gens confondent investissement et subvention. Alors ouais, c'est, écoute, tu aimes bien plein de questions. Mais déjà, donc, juste qu'on revienne sur un élément, parce que tu es passé vite dessus et je le comprends. Heu, Pourquoi concrètement, par exemple, tu vois ton exemple il est génial, 400 millions de levée, puis ensuite valoriser, allez mettons 1,2 milliard pour faire un fois 3 très simple. Pourquoi ça marche pas pour un fonds d'investissement? Concrètement? Parce que le fonds d'investissement qui a mis, 50 000 000, en fait lui, faire un fois 3 ça l'intéresse pas. Il faut qu'il fasse un fois 10 ou un fois 100 et pourquoi? C'est Mmh. parce qu'en fait, il il a mis d'autres tickets dans d'autres boîtes et elles vont mourir, Ça, c'est le portfolio, ouais. voilà, dans son portfolio et qu'en fait, il y en a peu dans son portfolio qui vont, hem, «réussir» entre guillemets, exploser et qu'elles, il faut qu'elles surperforment C'est ça. et donc lui, en fait, c'est parce que c'est ça un peu, tu vois, qui est des fois un peu difficile à comprendre, Mmh. c'est qu'en fait, on se dit: «Mais Il faut attends, se projeter sur un portfolio. Il faut voilà». imaginer qu'on va faire partie d'un portfolio. En fait, le truc de base,
le portfolio est hyper important. En fait, il faut imaginer qu'on va participer dans un portfolio, dans une dynamique de portfolio. Et quand on regarde un portfolio, donc la plupart des entrepreneurs ne regardent pas cette histoire de portfolio. Ils se disent, ah, c'est le sujet de l'investisseur. Ben, non, en fait, c'est ton problème à toi aussi. C'est ton problème à toi aussi. C'est comme si tu disais, mes clients, ça, c'est leur problème. Mais non, en fait, quand tu as des clients, c'est la prunelle de tes yeux. Tu, euh, tu essaies vraiment de faire de rentrer dans leur tête. Tu vas avoir une empathie terrible avec eux. Tu veux vraiment comprendre finement, même psychologiquement, tout. Mais c'est la même chose avec ton VC. D'ailleurs, souvent, ce que je dis, c'est que on s'occupe super bien de ses employés, super bien de ses clients, ok, pareil. Et le VC, c'est non, il me donne de l'argent et à la limite, tu vois, ses problèmes, je m'en fous, quoi. Moi, j'ai besoin de son argent, ses problèmes, je m'en fous. Mais non, en fait, c'est de ce coup, tu es obligé de faire comment s'appelle, une colocation à C'est, trois, quoi. Il y a aussi l'investisseur qui rentre dans l'équation que tu dois satisfaire parce que moi, je considère que c'est un client. ben, en fait, il rentrera pas dans l'équation si tu l'as pas, si jamais t'as pas les critères qui vont pouvoir le satisfaire. C'est plutôt ça, en fait, la problématique. C'est que Ah, si c'est tu ça. arrives en lui disant, bah, on veut vendre la boîte 50 millions, il va dire très bien, mais bah, moi, je peux pas gagner d'argent avec ça, en fait. En fait, ouais, s'il y avait un sérum de vérité que tu le donnais aux entrepreneurs, tu vois, et que directement le VC, souvent, il pose pas la question de la sortie, c'est pas que c'est un sujet tabou, mais c'est un peu casse-gueule. En fait, il faut y penser sans en parler. Mais si on donnait un sérum de vérité aux entrepreneurs et que le VC pose la question, c'est quoi sincèrement ton ambition et c'est quoi, tu vois, si tu devais vendre ta boîte, là, c'est quoi? La plupart des entrepreneurs te diraient 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Et donc le VC, lui, en fait, il pourrait dire, OK, c'est la seule question que je te pose. Merci beaucoup, au revoir. Et on arrête la conversation parce que je veux pas perdre de temps, je veux pas te faire perdre de temps. En fait, s'il y avait ce sérum de vérité, ça éliminerait énormément de startups qui font, au final, perdre du temps au VC. Dans leur deal flow, il y a plein de boîtes qui ne devraient pas s'y retrouver. Et donc après, bien sûr, le VC, il est emmerdé parce qu'il doit donner un retour. Donc il dit, désolé, pas conviction sur le marché, on revient quant à l'attraction, blablabla et blablabla. Mais en fait, il peut pas réellement dire. Donc ils comprennent pas en fait dans la galère dans laquelle ils sont en train de se mettre. Le VC game est un sport de très haut niveau, entrepreneurial, et c'est ce que l'on recherche. Et donc derrière, il y a plein de conséquences qui peuvent être difficiles à vivre. Et si on n'est pas conscient de tout ça, ça peut être hyper toxique. Et souvent, en fait, c'est qu'on perd du temps. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui perdent du temps pendant des années à rêver de pouvoir avoir ce fameux argent gratuit, entre guillemets. Euh, et donc, ils vont faire très tôt une deck, ils vont très tôt regarder qui va être mon associé. J'exagère tout ça, mais en fait, le but du jeu, c'est de lever de l'argent parce que sinon, je peux pas lancer mon projet. Sauf que le truc, c'est que si tu comprends pas les règles du jeu d'entrée de jeu, c'est déjà compromis. Donc effectivement, il faut s'intéresser au VC. C'est quoi le modèle économique d'un VC de base? Donc le fameux x3 sur l'argent global investi par un véhicule, donc un fonds. Ensuite, le fait qu'il y a un portfolio. Quelle est la dynamique d'un portfolio? Et là, de ce coup, on se met à la place du VC, on comprend sa psychologie. Parce que les VC sont hyper stressés au final. Ce qu'ils Ouais. recherchent est quasiment impossible à trouver. Et donc, ok, ils ont le sourire, ils ont la banane, tout ça et tout, mais c'est hyper stressant parce que tu fais des paris qui sont de l'ordre de l'impossible. Donc, quand tu vois des entrepreneurs qui arrivent, qui n'ont pas compris le game et par défaut ne calibrent mal leur boîte, ben c'est une perte de temps pour les deux parties et c'est dommage. Et alors, du coup, étant donné que maintenant on sait ça, donc ça c'est un fait, ok, sur les VC, ils sont ultra exigeants par rapport à ces exits, etc. Ouais, Les VC, c'est pas le premier, première levée de fonds, c'est pas avec des VC généralement. C'est avec des business angels, des clubs ouais, deal ou du family and friends. Euh, je me souviens d'un chiffre que tu m'avais donné, et j'aimerais bien qu'on parle de cet écart-là. ouais. Euh, j'ai oublié, je crois, mais je vais dire une bêtise. Combien il y a de startups qui lèvent un seed versus, enfin, ou la première levée de fonds, On va dire les premières levées de fonds, parce que voilà, tu vois, voilà, les les premières. premières levées de fonds, seed pre-seed versus la série A, on va dire, qu'on catégorise comme le moment où tu le lèves avec un fonds d'investissement, donc avec un donc, investisseur euh, Avec particulier, des amateurs éclairés et business angels et amateur, avec des professionnels. pro. Du coup, il y avait un ratio, je crois que c'était 4005, non, je sais plus, C'est selon les calculs que l'on peut avoir, parce qu'il n'y a pas de vraie étude qui a été menée. BPI peut avoir les chiffres, puisqu'ils savent exactement combien ils donnent en non dilutif. ouais. Ok.
Donc, si tu as des fonds propres, donc si on t'injecte de l'argent, imaginons, là, en général, c'est par DBA, tu as un pour du 1 plus 1 pour 1. Donc, BPI a les chiffres. OK. Nous, on les a pas. Par contre, le truc, c'est que quand je vais voir pas mal d'acteurs de l'écosystème, les gens qui font du non dilutif, des gens qui font 2 investissements clin d'œil par semaine et qui connaissent très très bien l'écosystème à ce niveau-là, c'est sûrement les meilleurs experts là-dessus. Bon, tu veux Si pas on... qu'on- Moi, je les adore, on peut les citer. Non, bien sûr, Kima, non, non, bien sûr, bien sûr. Allez, voilà, nos copains de chez Kima, enfin, Bien moi, sûr, j'adore. bien sûr. Eux, ils ont un regard C'est génial. unique sur ces premiers tours. Et donc, en se creusant la tête avec différents acteurs, comme je te dis, les gars de Storen, les gars de 3i Financement, Kima, et puis d'autres acteurs d'ailleurs. Tu vois, mais de façon empirique, on arrive à un résultat qui pourrait être autour de 5000 environ. Attention, hein, je dis bien. Et moi, de mon côté, je m'amuse à faire une étude bien précise sur les séries A. Donc, je fais pas de la base de données, scrapping de base de données, sans vérifier les résultats. J'utilise Dealroom, super outil d'ailleurs que tous les entrepreneurs qui veulent lever de l'argent devraient avoir un compte Dealroom. Le compte gratuit, il est génial. Ça suffit pour faire plein de choses. Moi, j'adore Dealroom. Sans Dealroom, je peux pas bosser. Sans LinkedIn, je peux pas bosser d'ailleurs. Donc, je tiens à préciser, c'est quand même 2 outils super. Et, le problème qu'on a, c'est de... Attends, je perds un peu mon fil, pardon, j'ai fait une digression. Combien de. On était sur. Donc, tu Ouais, me c'est dis. ça. Combien de séries A? Et sur l'étude sur les séries A que je fais, donc là, je suis en train de faire la troisième, en regardant précisément fond par fond, euh, en allant regarder aussi les PV d'AG, en demandant au VC, oh, j'ai vu telle info. Moi, j'arrive chaque fois à une moyenne à peu près, sur les 3 dernières années, autour de 50 séries A. 50 startups qui font une série A. Donc, Donc, tu c'est fais le ratio. Tu fais 50 divisé par 5000 et tu as à peu près le ratio, quoi. 1%, quoi. On est autour de ça, des fois moins. Mais pareil, c'est un ratio à prendre avec des pincettes, puisqu'on ne sait pas au départ combien de personnes ont fait ces premiers tours. Cependant, toutes les startups, quand je dis toutes les startups, vraiment, je pense, allez, on va faire du 80-20, mais 80% dans leur BP, elles n'ont pas marqué juste un tour de BA. Elles ont mis le deuxième tour qui a 1, 5, 2, 3 millions. Toutes. 80, allez, 90% ont mis ça. Donc, obligatoirement, ce deuxième tour, à plusieurs millions, n'est pas dans la range des BA. Donc, c'est VC. Donc, la question, c'est est-ce que c'est possible d'aller chercher ce tour-là et est-ce que j'ai bien compris le game? Et si j'ai bien compris le game, est-ce que je suis en train de calibrer une boîte qui correspond à ce que je chercherais les VC? Au niveau de l'ambition, au niveau plein de choses. Mais du coup, est-ce que c'est. Je me pose la question si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce que. euh, Après, moi, je suis du côté entrepreneur, tu vois, je suis content qu'il y ait tout cet écosystème de BA qui soit moins exigeant que les VC, qui laisse aussi naître des projets, faire des Les erreurs. VC aussi sont contents de ça, hein. Moi aussi, je suis content de ça. Mais, mais ouais, du coup, ouais. Par contre, le ratio, il est fou, quoi. C'est 1%. Mais après 1%, c'est, tu vois, si on regarde Polytechnique et les écoles prépa, on a des ratios qui sont équivalents. Et sur ces 1%, t'avais pas sorti des chiffres aussi assez fous, comme quoi ils venaient d'écoles ou de milieux, parce que tu Ouais. disais au début, Mm. j'ai eu du mal à m'intégrer chez les VC parce que, en fait, euh, c'est un milieu où par exemple, il y a pas beaucoup de J'avais femmes. pas la bonne attitude, j'avais pas le bon langage du corps, les bonnes références, mes références peut-être un peu populo, euh, de la campagne à côté de Marseille, voire peut-être de Marseille, voire de fait que ouais, ouais. Ben, on voit qu'il y a des attributs qui sont récurrents. En plus, c'est un copain Vici qui m'a mis sur la piste. Il m'a dit, tu sais quoi, Julien, tu devrais gratter parce que si on n'expose pas ça, il y aura pas de diversité. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui milite euh, haut et fort pour de la diversité. Pourtant, il vit la diversité au quotidien parce que c'est un gros sujet. Donc, il m'a dit, Julien, va creuser. Ce que j'ai vu, c'est que effectivement, il y a donc déjà, on parie sur des gens qui ont déjà été entrepreneurs. Donc, on voit que les gens ont eu un parcours entrepreneurial, succès, pas succès, petite sortie, moyenne sortie, grosse sortie ou pas du tout de sortie. Levé ou Deux, pas comment levé ou pas levé, important. euh, Pas obligatoirement levé, mais si on regarde parmi tous ceux qui ont déjà été entrepreneurs, tu vas avoir 2 tiers qui ont levé. Ok, décès, donc avec auprès de Ouais. VC.
Sur des VC, on va en avoir un tiers. Ok, d'accord. Donc, Ok. c'est quand même intéressant. Un tiers qui ont Donc, déjà levé avec des VC, ouais. un tiers qui ont levé Et que ça va augmenter, hein, puisqu'on a avec. de plus en plus d'entrepreneurs qui reviennent, qui recyclent, ainsi de suite. Donc, les places pour les moins connaisseurs, quelque part, bah, elles vont être de facto diminuées, quoi. Et Et donc, tu as ça, tu tu as le considères pas. côté... Attends, Ouais. les accélérateurs de start-up sont pas des professionnels pour toi ou ils sont des professionnels? Qui mettent de Euh, l'argent, comme par exemple, tu vois, Techstars qui met de l'argent. Acteur professionnel ou pas acteur professionnel? bah, Techstar, ils sont en train d'arrêter. Donc, OK. aux États-Unis, ils sont en train d'arrêter. Donc, le modèle n'a pas fonctionné. Puis d'ailleurs, ils étaient partis sur un modèle open innovation à vendre de l'accélération aux grands groupes. Donc, de ce coup, c'est un micmac sans nom. Tu te concentres sur quoi? Sortir des champions ou satisfaire un grand groupe qui a des besoins d'innovation. C'est une dualité, qui est compliquée à matcher, ouais. Apparemment, voilà. Donc, et après, YC, c'est plein de choses galvaudées. C'est des gros, c'est des gros tchatcheurs, comme on dit. Tu vois, ils sont très très bons pour. YC, c'est des infopreneurs avant l'heure. OK, Euh, mais bon, passons. Mais, cool. mais en tout cas, donc tu as ce côté-là de entrepreneur. Deuxième attribut, c'est le côté consulting avec grosses marques, McKinsey, BCG souvent. Trois, c'est les écoles prépa hyper connues, les Stanislas, les Sainte-Geneviève de... Je suis pas habitué à ça, moi. Mais bon, en tout cas, c'est celles-là en particulier, les top level, les connus. Le parc, par exemple, à Lyon, ou tu vois, je crois que dans une de mes trucs, il y en a un avec Thiers à Marseille, qui est une super prépa aussi. Donc ça, c'est le troisième attribut. Euh, et le quatrième, c'était quoi? Ah oui, c'est avoir travaillé dans une startup. Mais en gros, ces quatre attributs-là se bagarrent chaque année entre eux, à savoir qui est le meilleur. Mais être entrepreneur et ou avoir travaillé dans une startup en tant que, comme on dit, opérateur de façon chic et américaine, ça, ce sont les quatre attributs que l'on recherche. Enfin, qu'on recherche, ou que l'on retrouve plutôt. C'est peut-être pas consciemment recherché. Je connais pas un VC qui va me dire non, 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 mais s'il a pas fait école prépa, j'y vais pas. Mais vu qu'on est un peu biaisé, c'est peut-être inconsciemment que l'on fait des choix comme cela. Parce qu'on va repérer plus d'intelligence chez quelqu'un qui a une certaine sophistication dans la façon dont il peut parler. Les McKinsey, par exemple, alors McKinsey, ça peut être BCG, ont une force terrible parce qu'on les met tellement sous pression quand ils sont juniors à faire des slides, à faire de la synthèse et à essayer de trouver des formulations qui émotionnellement ont du sens, mais rationnellement n'ont pas de sens, parce qu'il y a quand même, quand tu vois les blagues sur les gens qui sont passés par chez McKinsey, elles sont rigolotes. Tu as les mêmes, les shorts que tu peux trouver où ils racontent plein de choses qui ont l'air géniales que tu comprends pas, mais pourtant, wow, ça a l'air cool. Émotionnellement, une bonne accroche. Donc ces gens-là ont un edge particulier parce qu'ils savent plus facilement raconter des histoires et paraître plus sophistiqués que ceux qui sont pas passés par là. Donc obligatoirement, nous, avec les VC, ça nous parle plus, puisqu'on n'a pas le temps de juger les personnes. Donc il faut qu'ils arrivent avec vraiment le full package. Et donc ces gens-là ont un edge particulier parce qu'ils ont cette capacité-là à, on pourrait dire, à se vendre. OK. Mieux que n'importe qui. Mm. Pas connaître du coup, comment un VC gagne de l'argent, pas savoir du coup, les critères, qui font que. Est-ce qu'il y a d'autres, biais, comme ça, un peu, connus de la. Ouais, tu vois, je m'étais fait une petite liste, mais pour faire un, tu vois, un truc versus, comme je dis, il faut imaginer vraiment un iceberg et ce que tout le monde dit et répète, que, et de partout, aux États-Unis, en Europe, peut-être en Asie, tout le monde répète les mêmes choses. Comment on crée une deck? Problème, solution, concurrence, ton edge, blablabla. Euh, Comment se comporte un roadshow? Alors, vous devez cibler 100 investisseurs, puis après, vous avez un CRM, et à la fin, voilà ce qui va se passer. Ah ouais, ok, comme si c'était prédictible. Et donc, il y a un iceberg. Tout ce que tout le monde dit, c'est du bis repetita, warning. Parce que ça veut dire que tout le monde a les mêmes infos. Par contre, le truc, c'est un iceberg, donc il y a une grosse partie qui est au fond. Et cette partie qui est au fond, elle est souvent beaucoup plus difficile à expliquer. C'est pour ça que d'ailleurs que personne n'explique. Parce qu'il faut être vachement expert pour pouvoir l'expliquer. Il y a d'ailleurs beaucoup de VC qui seraient des éducateurs en puissance pour les entrepreneurs qui veulent conquérir le VC game. Mais bon, leur place, elle est tellement dure à avoir qu'ils la gardent et que deux, ils sont quand même
Il y a un confort de travail qui est quand même qui est absolument génial. Hein. C'est un métier de rêve, Vici, quoique. Bon. Mais, mais le truc, c'est cet iceberg-là. Et donc, dans cet iceberg-là, il faut mettre en parallèle, les entrepreneurs, on leur dit jamais, mais ils pensent subvention versus investissement. Penser investissement, c'est vendre des actions. Je vais émettre de nouvelles actions et je vais les vendre. Donc, c'est pas une subvention. Il y a des gens qui vont acheter des actions. Et donc, derrière, je leur promets que ces actions-là, elles vont avoir une valeur, mais de dingue, dans 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ça, c'est le pari. Donc, ça veut dire que d'entrée de jeu, lorsqu'on a ce paradigme-là de vendre des actions que je vais émettre, pour qu'il y ait une plus-value de dingue derrière, obligatoirement, ça me projette sur mon parcours, sur mon ambition, quel est le niveau à atteindre, avoir des comparaisons. Et on commence à parler de calibrer une boîte au regard de la montagne que tu vas monter. Tu vois, d'entrée de jeu, juste cette réflexion-là permet d'éliminer plein de biais et de se concentrer sur l'essentiel. Deux, il y a je t'avais dit, la forme versus le fond. Ouais. Les entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent, tu peux challenger ma deck, challenger mon pitch? Non, je le fais pas. Ah ouais, mais pourtant, il y a un tel qui Ils le veut font. bien me faire une mission pour me faire ça. Ben, écoute, va te faire challenger si tu veux, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Je m'en fous de ce que tu as construit en termes de forme. Moi, ce que je veux, c'est quoi les arguments clés? C'est quoi les pièces du puzzle? Et ensuite, on recomposera les pièces du puzzle, mais si tu as les bonnes pièces du puzzle. Si tes pièces du puzzle sont pas les bonnes d'entrée de jeu, tu peux pitcher ce que tu veux, problème, solution, blablabla, ça ne marchera pas. Mm. Ok? Donc, forme versus fond. Il y a le paradigme innovation versus business. Ah, Je suis une startup, j'innove, donc toutes les questions business, ça viendra après, quelque part. Si par exemple je suis entrepreneur et que je vais monter une société d'intérim euh, pour les cordistes, pour les travailleurs en accès difficile, je réfléchis pas à innovation. Je réfléchis pas subvention / investissement. Je vais devoir commencer à trouver des clients, en espérant que j'en ai d'ailleurs dès le début, et je vais monter ma boîte d'intérim. Et donc là, on a vraiment ça s'appelle les lois de la physique et de l'attraction terrestre, elles sont dures, quoi, tu vois. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et lorsqu'on se considère start-up, et d'ailleurs, ça veut dire qu'on n'est pas pareil que les autres, quoi, tu vois. Ben on innove, donc on mérite de l'argent. Donc innovation versus business. Innovation, moi, mais je te l'avais dit, c'est quoi la définition d'innovation? C'est assez rigolo, mais personne n'a la même définition. Ou tout le monde a une définition floue. Il n'y a pas de définition précise. en train de me demander ce que c'est ma définition de l'innovation. Du coup, j'allais dire, pour moi, l'innovation, c'est, je crois que c'était quand tu amènes une nouvelle manière de faire quelque chose ou ouais, c'est une nouvelle Pas manière, simple, hein? de faire quelque chose, j'allais dire. Mais tu vois, t'arrives pas avec un truc direct. Moi, Non, ma définition, c'est changer le marché pour toujours. Elle est claire, nette, précise. oui, parce que c'est innovation business. Toi, Non, t'es mais, très, mais peu importe, innovation au sens large. Que veut dire innovation? Parce que souvent on dit innovation de rupture. Tout ça, tous ces mots-là ont été inventés en gros par BPI, par l'État ou les États, puisqu'on le retrouve aussi en Allemagne, en Angleterre. Les États qui sont partis d'une équation qui disent on est concurrencé par les États-Unis, ils maîtrisent la tech. Pourquoi ils ont maîtrisé la tech? Parce qu'ils ont innové, donc il faut innover. Ok, niveau CM2 en équation. Enfin, tu vois, je me moque, mais même ça, c'est bien plus complexe que ça. Et donc, au départ, il faut définir l'innovation. Donc, sortir du paradigme innovation vers le paradigme business. Parce que nous, avec les VC, on parle jamais d'innovation. C'est jamais là, oh, t'as vu cette boîte? Waouh, elle est innovante. Putain, je cherche de C'est un mot qui n'existe pas chez nous. ah ben voilà, c'est un biais que j'aime beaucoup. Où il y a des gens aussi, quand tu leur pitches une idée de boîte, ils te disent, ah, j'ai une idée de start-up et tout là. Et moi j'ai déjà entendu des gens dire, oui mais ça existe déjà, c'est pas innovant. Et du coup c'est pareil, en fait c'est pas, si tu regardes Si les tu gars, changes le marché pour toujours, de seul coup, là, c'est complètement différent de parler d'innovation. les GAFA, Et c'est etc. là où, Tout ça existait déjà, tu vois. Facebook, les réseaux sociaux, ça existait déjà. Il y a plein bien de sûr, bien sûr. comme ça où en fait, et au contraire, tu gagnes plus de temps. J'ai l'impression aussi que les VC, ils sont plus conscients qu'ils préfèrent aller sur des startups où il y a déjà des marchés existants à conquérir. Alors, bah, c'est parce que le VC va dérisquer. Déjà qu'il est vachement en risque. Souvent, on entend d'ailleurs, ah, les VC prennent pas de risques. Ah bon? Tu as regardé le portfolio des VC?
Tu as essayé de regarder par ligne quel est le potentiel? Quelles ont été leurs sorties réalisées? Parce qu'on peut parler de licorne, souvent on me dit ça, mais ce qui est important dans le milieu, c'est le DPI, c'est vraiment l'argent que tu récoltes suite à avoir vendu tes actions. C'est ça le vrai juge de paix. Quand Ouais, tu regardes le nombre de boîtes qui sont sorties à la hauteur qui est voulue, tu comprends que les VC prennent des risques parce qu'on n'en a pas. Et que si cette année et l'année prochaine, on n'a pas de gros DPI qui arrivent avec nos fameuses licornes qui sortent, il va avoir un problème. Il va avoir un problème parce qu'il n'y a pas de performance. Donc, les VC prennent du risque et que peu importe que ce soit des marchés qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, on va essayer de se projeter dans le futur et essayer de voir quelle va être la catégorie qui va être soit, enfin, créée, c'est galvaudé, mais en tout cas, qui va être capturée. Et est-ce qu'on a des gens avec le couteau entre les dents pour aller la capturer? Ils ont une ambition de dingue, pas pour être champion régional ou de France, voire même d'Europe, mais mondiaux, quoi. Donc changer le marché pour toujours, tu vois, c'est le cheval versus la voiture. ouais. Là, il y a Et eu un changement où, ouais, où l'huile de baleine versus le pétrole, Rockefeller qui raffine le pétrole et qui permet à tout le monde d'avoir un standard oil, une oil qui va pas brûler, qui va pas cramer, qui est standardisée et on est en toute sécurité. Et là, de seul coup, tout le monde a la lumière chez soi. On peut lire des livres. Non, mais ça paraît con, mais ça, tu changes le marché pour toujours. Donc, innovation, au regard de sa vraie définition, qui est changer le marché pour toujours, ça amène d'autres perspectives. Et de nouveau, si tout le monde discute dans les salons de façon chic, oh, c'est innovant, pas innovant, open innovation, nous, on est une structure innovante. Tu fais de quel type de structure? C'est bullshit. C'est une perte de temps. Parce que si on n'a pas défini, c'est rigolo, si le mot n'est pas défini, tu parles de quoi? Tu parles de rien. Donc, c'est une perte de temps. On a l'impression d'avoir un statut différent que mon copain qui va faire une boîte d'intérim pour les cordistes. Mais pourtant, c'est bullshit, quoi. On se perd dans les nimbes du statut, finalement. J'appartiens à une autre caste. On s'en fout. Dans l'entrepreneuriat, l'important, c'est de faire le job. C'est pas le statut que tu as, quoi. ouais, c'est vrai que cette notion de d'innovation, elle est Et tu vois, assez. c'est quand même surprenant. Même c'est choquant, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent, non, mais attends, mais c'est bizarre ce débat-là. Non, ce débat il est absolument central. Ce qui est important dans un système, c'est lorsque tout le monde va dans la même direction, sans se poser la question de pourquoi on y va, et que tout le monde y va parce que l'autre il y est allé, c'est là où ça devient intéressant de s'arrêter et regarder. C'est-à-dire, OK, je vais penser par moi-même, je vais avoir un esprit critique, et je vais essayer d'avoir une certaine logique par rapport à mes actions et à ma pensée. Moi, simplement, je trouve ça hallucinant, mais depuis que j'ai rencontré Philippe Méda, super gars d'ailleurs, Philippe Méda qui m'a mis face à cette contradiction-là. Et au début, j'étais là, don't look up, je voulais pas. Et puis finalement, j'ai réalisé que ce mot-là était galvaudé. C'est une chapelle, c'est une religion. C'est une religion avec une équation sous-jacente qui est simpliste, donc qui est fausse. Ou en tout cas, qui est trop simple pour qu'on puisse simplement la garder telle qu'elle. Et donc, ça, c'est le problème. Tu as innovation versus business. On est très orienté business. Et justement, je vais acheter des actions de ta boîte. OK, comment le business va se comporter pour que tu fasses 100 millions de chiffre d'affaires dans 4, 5, 6 ans, alors que tu en fais 100 000 cette année, tu vois. Ça, et c'est des questions. Le reste, innovation, rupture, disruption, venez, on fait une réunion pour en parler, ça, on s'en fout. Puisque le temps est la seule richesse des entrepreneurs et des VC aussi. Donc, on va Difficile, pas. qualité aussi, ouais. Il y a aussi un autre point, c'est BP versus table de capitalisation prévisionnelle. On fait un BP, mais on n'a pas de table de capitalisation prévisionnelle qui prévoit finalement cette question de sortie. Je Ah, lève 10 millions, quelle est la sortie minimum viable? C'est 200 millions. Je lève 1,5 million, c'est 40 millions. Je lève 100 millions, ben on a dépassé les milliards. Et ça, tu dois l'avoir dans ta table de capitalisation, pas simplement pour regarder combien de parts toi tu as, quelle est la valeur de ta boîte, mais savoir quelle est la conséquence, quelle est ta responsabilité en tant qu'entrepreneur. Tu as pris du capital de tes chers investisseurs qui t'ont fait confiance, qui prennent du risque. Comment tu te mets en ordre de bataille pour aller gagner? C'est en imaginant la sortie minimum acceptable pour tes investisseurs et essayer au maximum de la respecter. et c'est là où tu vois, genre, ce qui est vraiment pas à la portée de tout le monde et qui est ultra complexe parce que euh, il faut avoir énormément de connaissances pour arriver à se projeter sur vendre sa boîte des milliards.
faut avoir une connaissance, faut savoir du coup déjà, Qui l'a fait? qui paye et voilà. Comment est-ce qu'on fait pour vendre une boîte des milliards? Mmh. Quels acteurs on pourrait? Pourquoi est-ce qu'ils auraient un intérêt? Comment est-ce que le marché se comporte? Est-ce qu'il y a déjà eu des précédents, de boîtes ou dans ce marché-là? Est-ce qu'il y a déjà des boîtes qui ont rentré en bourse, qui se sont fait racheter par des grands groupes et cetera? Donc en fait, De qui je m'entoure? De qui je m'entoure? C'est pas simplement moi, des experts, comme moi, mais aussi des entrepreneurs. Je parlais de basket et de playground. C'est hyper important de savoir dans quel playground tu joues et de qui tu es entouré, parce que ces gens-là vont t'amener des infos, ainsi de suite. Mais aussi, inconsciemment, elles te tirent vers le haut. Tu joues au basket, tu veux augmenter ton niveau, va aux États-Unis, va sur les playgrounds, tu reviens dans 3 mois, tu es un monstre. Tu es un monstre sur le playground que tu as quitté. C'est simplement en observant les gens, mécaniquement, il se passe un truc. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à YC. YC, la seule valeur de YC, c'est le fait de sentir virtuellement que tu es en compétition avec les autres que tu connais pas. Et donc, tu te mets le feu pour pas passer pour un cake euh, à la fin. lors du soi-disant démodé, tu vois. Et donc, rien que virtuellement de savoir que tu es en compétition, donc s'entourer des personnes qui sont dans ce game-là, qui pensent comme ça, qui ont vu des choses, qui ont accès à des personnes, ça, ça irradie l'entrepreneur avec une frustration positive qui va lui permettre de se dire waouh, putain, ah, j'ai adoré comment il pense. Ouais, ma pensée est pas assez sophistiquée. J'ai pas les bonnes références pour nourrir ma pensée. Ok, t'inquiète, je vais y aller. C'est ça aussi le truc. Donc, oui, c'est des connaissances qui sont particulières, mais du moment qu'on les expose et qu'on dit voilà ce qu'il faudrait faire, voilà, je vais dire, il y a tout qui existe en ligne, hein, au bas mot, hein. Et justement, la learning curve est importante dans le milieu startup et entrepreneurial. Donc, je veux dire, je vais vite en ligne. Moi, par exemple, je parle de choses. Tu sais quoi, je fais un test souvent. Lorsque je dis entrepreneur sur des sessions de workshop que je fais d'ailleurs gratuitement, des fois dans les incubateurs pour essayer de, tu vois, pas de blanche, de dire je suis pas un méchant. Ok, vous voulez du pitch et de la deck, je vous propose pas ça, je vous propose autre chose. Oh, c'est bizarre, ce mec, il dit pas les mêmes choses que tout le monde, donc on veut pas travailler avec lui. Donc je fais un workshop et je peux avoir 10-15 entrepreneurs. Et je leur dis à la fin, si vous voulez avoir plus d'informations sur le VC Game, venez me voir, j'ai des contenus gratuits. Et si tu as 5-10% des gens qui te répondent et qui prennent la balle au bon pour essayer d'avoir de l'info, c'est le maximum que tu as. Oui, parce que tu es omnibulé par la levée de fonds et pas par le fait d'apprendre et tu comprends pas que tu as besoin en fait. Je pense que les premières problématiques de croyance qu'on a tous, c'est qu'on pense pas devoir apprendre le fonctionnement d'un fonds d'investissement ou leurs règles, le VC game dont tu parles à chaque fois. Ouais. Pour lever des fonds, on pense qu'il faut se concentrer sur des startups. Mais c'est On parce a, que là, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Aussi, beaucoup de gens qui sont des commentateurs de l'écosystème qui n'ont même pas fait cet exercice-là. Donc, même eux ne sont pas conscients de ça. Donc, pourquoi ils challengeraient les entrepreneurs vers ça? Il y a beaucoup les VC qui peuvent le faire, mais les VC aussi sont pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire toute la vérité aux entrepreneurs, sinon ils passeraient pour des sagouins. et Tu oui, vois? Et pourtant, ils ont envie de le dire. Et ils le disent dès qu'ils peuvent. Il y a des personnes beaucoup plus qui s'exposent par rapport à ça, mais les VC seraient des éducateurs incroyable. incroyables. Mais vu que le VC ne veut pas avoir un espèce de bad buzz, donc il fait gaffe à quelle va être comment il va être perçu dans l'écosystème. Donc il peut pas trop challenger les entrepreneurs, sinon on va dire oh, lui c'est un salaud. Ouais. Tu vois. Et donc, c'est là aussi où on en est, tu vois. Donc, je te disais, il y a aussi en ce moment la valo. Je vois ça de partout. J'ai même vu des gens qui vendent des services pour te dire c'est quoi ta valo. Et tu payes, je sais pas, 2000, 3000, 4000 balles pour avoir ta valo. Pour avoir une Mais, idée à la McKinsey de ton marché, de ta valo et de. ouais, Ouais. mais à quoi ça sert la valo? Ça sert à rien du tout. En fait, le truc, c'est que si tu penses à ta valo, ok, pense à ton exit. Si tu as une valo, donc maintenant ma valo, elle est de 50 millions, c'est quoi la. Donc, par conséquent, c'est quoi la sortie minimum viable? Mm. Et ça, là, ça nage. Hein. Il n'y a personne qui s'est posé cette question-là. Pourtant, la valo devrait être inquiétante. Plus j'ai une grosse valo, plus je dois sortir fort. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des comparatifs? Si je compare, je me dis, what the fuck, putain, ça va être chaud, quoi. Et ça, personne ne le fait. Et pourtant, moi, j'ai des gens qui me disent, putain, Julien, tu pourrais me conseiller, je sais pas trop c'est quoi ma valo. En fait, ta valo, elle dépend du deal que tu vas faire avec les gens qui sont en face et qui veulent acheter tes actions.
S'il y a personne, ta valo, elle va être naze. S'il y a beaucoup de personnes, comme par exemple, tu as des deals hyper hypés, comme on dit, d'ailleurs un terme qui n'est pas utilisé par les entrepreneurs, mais c'est hyper important, tu vois, des deals hyper hypés, quand tout le monde se bagarre pour mettre une term sheet, si tu as les gros, que ce soit Index, Axel, qui on va mettre dedans, ah bon, allez, on va mettre au moins ces deux-là, c'est sûr qu'eux vont se bagarrer pour, ou Sequoia, si tu as Mm. les trois dans le lot, eux vont te proposer effectivement beaucoup d'argent et vont être super sympas sur la valo. Oui. Ce qui est peut-être pas hyper bon, on verra, on regardera dans quelques années, malgré tout leur portfolio. Moi, je pense qu'il y a quand même des boosts dans le sens où il y a des trucs qui sont trop chers et que de seul coup, mathématiquement, ça passe pas trop. Mais la valo, elle dépend en fait des personnes qui s'intéressent à toi. Donc, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Par contre, regarder sa valo au regard de l'exit potentiel, ça, c'est important. Regarder sa valo aussi pour se poser la question de est-ce que, est-ce que je propose un bon deal pour mon investisseur? C'est-à-dire qu'il ne le paye pas trop cher. Génial pour l'investisseur. Et tu vois, c'est important ça aussi. Ouais, ça c'est vrai qu'on ouais, c'est hyper Parce important. On oublie souvent. imagine, tu achètes quelque chose de trop cher en disant ouais, ça va être super, et puis d'un seul coup, ça merde, il y a plus de probabilité pour que ça se passe pas. Ben ton investisseur, il va avoir un désamour qui va arriver plus vite. Si par contre, il a payé un truc à un très très bon prix et que malgré tout, tu vas pas sortir en mode home run, mais tu vas réussir à sortir à 100 millions et que lui, il a payé son truc, il a mis 1 million, il a réussi à prendre 28%, tu vois, euh, ouais, ça l'intéresse. Si tu fais un tour d'après, ça l'intéresse aussi encore plus. Mais si ta sortie, elle est, par exemple, de 100 millions et que tu as pris une série A et que ta valo était, par exemple, de ce coup de, allez, on va dire de 50 millions, tu sors à 100 millions, ben toi, investisseur seed, si tu avais eu tes 28, imaginons, tu as fait le tour tout seul, tu as eu tes 28% pour 1 million, ben toi, à 100 millions, tu as gagné. L'investisseur série A, il n'a pas gagné, lui. Tu vois. Et donc, c'est ça aussi. C'est justement, c'est un deal. Je vends des actions. C'est qui mes clients, comment ils pensent, pourquoi, à quel moment j'ajuste le deal comme je fais avec un client normal. Est-ce que c'est le bon pricing? Est-ce que, tu vois, toutes ces questions-là, elles doivent se poser aussi. On arrive à la Ouais. fin. Ça passe à une vitesse à chaque fois, c'est incroyable. Euh, il nous reste quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le point déjà sur ces biais cognitifs. Je pense qu'on pourrait y parler des heures. Je pense que tu reviendras quand j'aurai Avec interviewé plaisir. plein d'autres VC et que j'aurai une vision beaucoup plus éclairée du sujet. Je te laisse du coup un Tu sais quoi, est-ce que je peux tester un truc Vas-y. pour ta communauté, de poser la question sur les 20 dernières années, ok? On laisse la question en suspens, on verra si ça répond derrière. Vous pouvez nous contacter et nous donner la réponse et on vous dira, Ben, sur les mettez-la. 20 dernières années, quelles sont les boîtes VC-backed, désolé pour l'anglicisme, mais c'est comme ça, les boîtes VC-backed qui ont été sponsorisées par des VC qui ont eu des investissements de VC, des boîtes françaises, d'accord? Boîtes françaises sur les 20 dernières années, des boîtes VC-backed, lesquelles sont sorties à plus d'1 milliard. Question. Sur les 20 dernières années. Quand tu dis sorties, c'est qui ont été vendus ou entrés en bourse. C'est ça, c'est ça. On va dire du 100% de prise de position, mais ouais, ouais, Donc, exactement. de 2000 à 2024, on va faire simple, tu vois, depuis les années Mhm. 2000, combien de boîtes françaises qui ont été VC-backed, donc dans lesquelles des fonds d'investissement professionnels ont mis de l'argent, sont sorties, pas valorisées comme une licorne, mais sorties à plus Sorti. d'un milliard, donc soit rachetées à plus d'un milliard, soit... Voilà. Tu as la réponse? Moi, je l'ai la réponse, mais on va pas la donner exprès justement pour que les gens puissent réfléchir. Et ça, c'est une question qui est fondamentale. Si j'aime le football, je sais qui a gagné la Coupe du Monde. Ça paraît évident. Tu demandes à Mbappé, il va te sortir année, euh, Coupe du Monde après Coupe du Monde, qui a gagné, qui était le numéro 2, voire, tu vois, qui a fait sensation, la Grèce par exemple, tu vois. Il va le savoir par cœur. Pourquoi? Parce que c'est un sportif de haut niveau et il se compare à des choses pour justement savoir où il se situe par rapport au meilleur. Et tu verras, et je pense que ta communauté, on risque d'être tous, enfin, la plupart risquent d'être tous un petit peu embêtants en disant, c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée. Pourtant, elle est absolument essentielle. Si on veut s'inscrire dans le VC Game et être un champion du VC Game, comme dans le sport, qui sont les champions? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel a été leur parcours? Et il y a pléthore de choses en ligne, gratuites. Des gens comme toi qui font des podcasts, des contenus. On a une ère magnifique, hein. La connaissance, elle est à la portée de tout le monde. Donc, voilà. Et ben,
Contactez-nous sur les réseaux, sur les internets. C'est ça. Mettez des commentaires et pariez. Celui qui trouve le chiffre juste, on trouvera un cadeau On à la trouvera un cadeau, c'est clair. Merci beaucoup, Julien. Merci à Ouais, tous c'est un plaisir, Arnaud. de nous avoir écoutés. Et c'était vraiment hyper top. N'hésitez pas à réagir, à poser n'importe quelle question en commentaire. Julien ou moi, on y répondra avec grand plaisir. Et Si vous voulez des contenus gratuits pour essayer d'aller un petit peu sur ces sujets VC Game et quelque part ce qui n'a pas été dit et pourtant qui est utile, j'ai plein de contenus gratuits et n'ayez pas peur de me solliciter. Je serais très content de partager tout ça avec vous. je mettrai tous les liens. Merci Julien, merci à tous. Ciao. Ciao, ciao. À très vite.